Madame, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Voici en titre quelques éléments qui meubleront cette édition. Les femmes solidaires de l'Union progressiste de la commune d'Abomey-Calavi étaient au chevet des femmes détenues à la maison d'arrêt de Calavi, les bras chargés de cadeaux pour soulager leur peine. Nous en parlerons dans ce journal. Séance d'échange des membres de l'association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, et les journalistes. L'objectif est de les amener à sensibiliser sur les méfaits de l'avortement. Vous suivrez le point dans cette édition. Aux États-Unis, le Congrès américain devrait adopter aujourd'hui le plan de relance de Joe Biden, 1 900 milliards de dollars pour doper la croissance et relancer l'économie du pays. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Les femmes solidaires de l'Union progressiste de la commune d'Abomey-Calavi ont célébré de façon particulière la Journée internationale des droits de la femme. Ce mercredi 10 mars, elles étaient au chevet des femmes détenues à la maison d'arrêt de Calavi, les bras chargés de cadeaux pour soulager leur peine. Samson Oké, Clémence Tonoucoin, Denis Maroya. Ce don, constitué essentiellement de vivres, est un geste symbolique qui vise à soutenir les femmes détenues à la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. Cette initiative des femmes solidaires de l'UP Calavi est une marque de solidarité. Souvent, quand on dit célébration de la journée du 8 mars, nous femmes, nous allons nous regrouper, nous faisons des communications, après nous faisons la fête. Et nous, les femmes solidaires UP, on s'est dit que cette année particulièrement, au lieu que ça soit une réjouissance, comme cela se doit, il faudrait que nous allons dans la même dynamique que le PR, qui est que nous devons nous prendre nous-mêmes en charge. En nous prenant en charge, nous devons voler au secours de nos sœurs. Et en volant au secours de nos sœurs, nous avons pensé que la première couche que nous devons toucher est celle qui sont en détention. Puisque maintenant, là où elles sont, on ne le souhaite à personne, c'est qu'elles vivent le martyre. Quand vous êtes privé, ce n'est pas qu'elle manque de quelque chose, mais quand vous êtes privé de votre liberté, vous n'avez plus rien. Donc, nous sommes venus juste pour leur remonter un temps soit peu le moral, pour qu'elles puissent savoir que même dehors, que nous sommes de cœur avec elles. Sensible à la démarche, le régisseur de la maison d'arrêt de Calavi n'a pas manqué de remercier les donatrices. C'est quand on a vraiment un grand cœur qu'on peut venir visiter ou on peut venir faire des dons dans cette maison. Donc, celles qui ont choisi marquer les femmes qui sont en détention par rapport à la journée de 8 mars, on ne peut que les remercier. Et au nom du directeur de l'agence pénitentiaire, au nom de l'administration ici et à mon nom propre, je leur dis merci. Et je leur dis que les dons iront vraiment vers les bénéficiaires. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2021, les femmes solidaires UP de Calavi comptent impacter d'autres couches vulnérables de la société. Je vous l'annonçais en titre, séance d'échange des membres de l'association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, et les journalistes. Et c'était ce lundi au siège de l'institution. Objectif, amener les hommes des médias à sensibiliser autrement le grand public sur l'avortement. Les détails avec Carole Olaye. Orienter les journalistes sur l'importance de l'usage des langages non stigmatisants ou choquants dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction en général et sur les questions d'avortement en particulier, c'est là le principal objectif de cette rencontre des journalistes lauréats du concours d'élaboration d'articles journalistiques sur l'avortement organisé l'an dernier par l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Une initiative qui entre dans la concrétisation du projet « Sa santé, ses choix ». Cette séance de travail que nous aurons, qui va durer 2 jours, va porter précisément sur la capacitation des journalistes à élaborer des messages positifs dans un langage adapté aux droits en santé sexuelle et reproductive. Nous envisageons, à la suite de cet atelier, mettre en place un pool de journalistes champions qui sont mieux outillés dans la façon dont il faut formuler des messages de façon à ce que ça puisse répondre aux réalités dans la société et que ces messages soient basés sur des faits et non
des mythes. À travers la qualité des articles de presse ou productions audiovisuelles, les participants à ces séances d'échange sur la thématique de l'avortement auront donc à amener les femmes, en dépit de ne pas éviter une grossesse non désirée, à ne point avoir recours à des pratiques d'avortement à risque afin de préserver leur vie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience ce lundi 8 mars 2021 le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas. En fin de mission, il est allé faire ses civilités au ministre. Comme je le disais. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon de la coopération et ont échangé sur la sécurité dans la sous-région, la situation sanitaire liée à la COVID-19, puis les préparatifs de l'élection présidentielle au Bénin. Écoutons les deux personnalités au micro de Kano, François Ngougbede-Rinto et de Romaric Tevouchi. Depuis longtemps, il était un collègue du système des Nations Unies, donc nous avons des relations très très étroites et nous apprécions beaucoup la manière dont il soutient le système des Nations Unies ici au Bénin. Nous avons également eu l'opportunité de faire un tour d'horizon de la situation dans la sous-région, situation sécuritaire, bien sûr, les menaces de pandémie, Corona-19 et aussi les préparatifs pour les élections ici au Bénin. Et les Nations Unies encouragent toujours le pays à bien préparer le déroulement du processus pour assurer des élections apaisées et crédibles. Dans un contexte où nous sommes menacés par des terroristes dans le Sahel, également même les pays côtiers, il faut assurer que nous pouvons rester dans la paix, dans la stabilité pour, n'est-ce pas, lutter contre les maladies, la pandémie à Corona-19 et aussi les défis de la pauvreté. Donc il est venu nous voir aujourd'hui pour une visite de revoir, mais je tenais à dire que les questions que nous avons abordées sont des questions de grand intérêt, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la sous-région et sur le plan international. La chose la plus importante que je voudrais déclarer, c'est que le représentant spécial, Ibn Chambas, a marqué de manière fortement positive l'ensemble des pays de notre sous-région durant son mandat. Vous savez qu'avant de prendre cette responsabilité au niveau des Nations Unies, il a dirigé aussi la CEDEAO. On oublie cela souvent. Et cela lui a donné une capacité de connaître de l'intérieur les problèmes de sa sous-région, puisqu'il est de notre sous-région, il est du Ghana, vous le savez bien. Et cette aptitude lui a permis d'être un interlocuteur écouté et respecté dans tous les pays de notre sous-région. Écouté et respecté. Je veux le dire, puisque lors de sa dernière visite, j'ai vu un certain nombre de choses qui m'ont fait sourire, mais pas sourire forcément agréablement. Donc, je voulais lui rendre un hommage. Je voudrais saluer son leadership. Je voulais saluer le dévouement dont il a fait preuve durant cette mission et la manière dont il a travaillé avec notre pays. Il a su maintenir cette distance qu'il faut entre des partis dans le pays qui souvent ont des divergences, la majorité de l'opposition. Il a toujours rencontré tous les leaders des deux côtés et aidé à frayer un chemin qui, dans l'esprit des Nations Unies, sera préserver la paix et la sécurité, car c'est de cela qu'il s'agit. Autre information dans ce journal, le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Oronla, a accordé un entretien aux confrères de la télévision nationale au cours duquel il est revenu sur les différentes étapes d'une procédure pénale. Suivez plutôt. Est-ce que ceux qui parlent sont spécialistes de procédure pénale?
tout spécialiste de procédure pénale, je veux parler de magistrats, d'avocats, de policiers, tout spécialiste de procédure pénale sait que le parquet a la main. On n'est pas obligé d'adresser une convocation et on peut procéder à une interpellation directement. Il n'y a pas de convocation préalable. Surtout lorsque l'on est en matière de crime flagrant. Vous n'allez pas, lorsque vous avez surpris un voleur en train d'escalader un mur, lui dire « Monsieur le voleur, dans une semaine, je vous envoie une convocation pour venir vous expliquer, pour l'interpeller immédiatement. » Les délais de garde à vue vont de 1 heure, c'est-à-dire 0 heure, 1 minute, à 8 jours. On n'est pas tenu de passer d'abord 8 jours en garde à vue avant d'être déposé. Dès lors que l'enquête établit qu'il y a des charges suffisantes pour que vous puissiez être mis en accusation, c'est-à-dire mis en cause, et compte tenu de la gravité de l'information, en l'occurrence, il s'agit d'une infraction très grave, c'est une infraction criminelle, c'est d'actes de terrorisme que l'on soupçonne d'Amrika Madougou et ceux qui l'ont désigné. Et il est même dans l'intérêt de la personne mise en cause d'être mise à l'abri. C'est aussi ça le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, ce n'est pas une punition nécessairement. C'est une mesure privative de liberté qui est opportunément utilisée, soit pour empêcher le dépérissement des preuves, pour empêcher des concertations frauduleuses susceptibles de dénaturer les faits, la réalité des faits, l'enquête, ou c'est également une mesure qui est prise pour isoler les personnes impliquées, pour les empêcher évidemment de prendre la poudre d'escampette, mais aussi pour éviter que ces personnes subissent des agressions, des pressions de la part d'autres commanditaires ou co-commanditaires ou d'autres complices. Donc, c'est le parquet qui apprécie et qui demande ce placement sous mandat de dépôt, et c'est un acte qui est posé après que les avocats aient été entendus par un juge indépendant, c'est-à-dire un juge qui n'est pas magistrat du parquet pour que vous veniez dire que c'est l'exécutif qui l'a fait. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de ce dossier où on ne dit pas que Mme Madougou est déjà coupable. Seule une juridiction de jugement pourra le dire quand l'enquête sera terminée, mais pour les nécessités et les besoins de l'enquête, et compte tenu de la gravité des infractions reprochées à Mme Madougou, des indices concordants que nous avons dans ce dossier, des indices matériels, cette procédure exige qu'elle soit déposée et c'est ce que les magistrats en toute liberté ont apprécié. Le transport en commun, parlons-en, dans la ville de Cotonou est une réalité. Les minibus, communément appelés Tokpa, circulent en grand nombre le long des artères. Malgré l'existence des gares routières, les conducteurs se créent d'autres lieux de stationnement au mépris des règles qui régissent le code de la route. La ville dispose-t-elle d'un plan de circulation sécurisée pour cette catégorie de transport en commun? Le plan est-il respecté? Élément de réponse dans ce reportage de Spero Aoussinou, notre correspondant pigiste à Cotonou. De couleurs multiples et multiformes avec un coût relativement à la portée du citoyen lambda, les Tokpa desservent la ville de Cotonou et plusieurs localités environnantes. Élise, étudiante dans une université privée de la place, dit être abonnée à ce type de transport. Au marché de Dantokpa, précisément dans la rue 4 Thérapie, sont stationnés ici plusieurs dizaines de véhicules Tokpa. Alain, conducteur, dit n'avoir connaissance d'aucun plan de circulation. Les incidents souvent enregistrés sont dus au système de freinage, défaillant et parfois à des envoûtements. Abraham Agboakounou, secrétaire général de l'Organisation des conducteurs de taxi ville des communes du Bénin, déplore l'absence de plan de circulation et de réglementation dans le secteur. Les véhicules de transport en commun, notamment les Tokpa, créent d'énormes dégâts dans la ville de Cotonou avec en moyenne 40 décès par an. À en croire d'Éric Deyonvi du Centre national de sécurité routière, le défaut de plan de circulation est tributaire à la municipalité. Nous avons enregistré 1199 interventions. Malheureusement, nous avons dénombré un total de 40 cas de décès, a fait savoir le capitaine Alban Nassara, commandant la compagnie départementale littorale des sapeurs-pompiers sur les statistiques liées aux accidents de la voie publique en 2020. Face aux dégâts occasionnés par ces véhicules,
Les auteurs sont sanctionnés à travers une contravention qui tourne autour de 30 000 francs CFA assortie de mesures de fourrière, dit-on à la direction de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Par ailleurs, le commandant Alban Nassara appelle au respect du code de la route afin d'éviter les cas de décès. Face à ce constat d'absence de plan de circulation, la nouvelle administration municipale devra mettre les bouchées doubles pour assainir le secteur, gage d'une mobilité saine et sécurisée. La tension politique au Sénégal préoccupe les Sénégalais vivant au Bénin. Suite aux différents mouvements de tension, ils ont exprimé leur amertume, déception et ont surtout prié pour la paix non seulement au Sénégal, mais en Afrique. Ils sont au micro de Kano François Hungbede-Rinton. Je prie pour le Sénégal et j'envoie mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. C'est une situation vraiment déplorable. Ce n'est pas ce Sénégal que j'avais connu, vraiment il y a un changement. Maintenant, nous prions vraiment qu'il y ait la sérénité, que le peuple soit conscient, qu'il y ait une prise de conscience, qu'on sache vraiment que ce n'est pas la bonne solution. On a vu qu'il y a des erreurs de part et d'autre. Le peuple a une part de responsabilité, l'État et l'opposition. Donc les trois parties doivent d'abord s'entendre avec la société civile pour trouver une solution définitive à ce problème. Le Sénégal, c'est un pays qu'on dit Sénégal, c'est la teranga. Donc aujourd'hui, les étiquettes, il est en train de gâter. Pourquoi? Les présidents qui sont là à cause de leur vraiment politique. Nous, on n'est pas d'accord, nous qui sommes au diaspora. Vraiment, on souhaite le Sénégal, ça se retourne en paix. On souhaite notre Sénégal aujourd'hui, demain. Ce qu'on dit avant, le Sénégal serait au teranga. Aujourd'hui, on voulait attendre ça. Mais vraiment, on n'est pas trop d'accord avec ce qui s'est passé, notre président Macky Sall. On n'entendrait pas de cette image du Sénégal. On n'a pas l'habitude de ça. Le Sénégal ne connaît pas cette image. Mais on attendrait une crise qui est au Sénégal. Comment on peut faire pour sortir de cette crise? Mais ce n'est pas qu'on batte devant les peuples. À cause de quoi? Une candidate. Qu'ils le sachent que tous les politiciens de ce pays n'appartiennent pas aux politiciens. Ça nous appartient, nous Sénégalais. Donc c'est au peuple d'avoir cette prise de conscience, de ne pas céder aux provocations, de ne pas aussi suivre des politiciens dans leurs manipulations, qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Donc vraiment, on souhaite que ce qui est bon dans notre pays, Dieu ne peut nous donner ça. Mais ce qui s'est passé, nos frères, ils sont en train de mourir. Notre maman, ils sont en train de souffrir. Nous qui sommes à diaspora, vraiment, si on dit qu'ils sont à l'aise, pour l'instant, on n'est pas à l'aise. Parce qu'on a laissé notre famille là-bas, les parents, les enfants, notre soeur, notre frère, notre femme. Donc on attend que les Sénégalais sont en train de battre, ils sont en train de tuer les gens. À cause de quoi? C'est une manifestation. Là, moi je peux dire que ça c'est une faute du président. Nous on est ici au Bénin, mais vraiment on dit Dieu merci avec l'encadrement du Bénin, du territoire tout du Bénin. Parce que s'il n'y a rien, il y a de la paix. On vit ici sur la paix. On est là en l'aise. C'est ça qu'on attendrait au Sénégal. L'élection qui vient du Bénin, que ça va être une élection qui est formidable. Qu'on veut la paix, l'Afrique, on veut la paix sur l'Afrique. Et on va prier nous tous. L'élection là, ça va avoir une élection formidable. Ce qu'on veut, on va trouver ça. Que le meilleur gagne. En interactualité aux États-Unis, le Congrès américain devrait adopter aujourd'hui le plan de relance de Joe Biden, 1 900 milliards de dollars pour doper la croissance et relancer l'économie américaine après une année de crise sanitaire. C'est un plan de sauvetage colossal. Une première réforme d'envergure pour l'administration Biden qui souhaite frapper vite et fort pour sortir le pays de la crise provoquée par la pandémie. Un plan d'un montant de 1 900 milliards de dollars, soit près de 1 600 milliards d'euros, l'équivalent de 9% du PIB américain. L'objectif de cette loi, agir massivement en faveur de la croissance économique du pays et ainsi alimenter les liquidités des ménages, des États et des entreprises du pays. D'après la Maison-Blanche, cette législation devrait créer plus de 9 millions de nouveaux emplois cette année et rendre les soins de santé plus abordables pour les Américains. Les républicains y voient des mesures qu'ils qualifient de gauchistes et dénoncent un endettement colossal avec ce plan de relance. Le texte
Déjà adopté mardi soir en première lecture, devrait être approuvé grâce au vote des démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants, malgré la fronde des républicains. Il est difficile pour nous de comprendre comment les républicains peuvent voter contre ce projet de loi, car il a un tel effet pour les électeurs. Nos élus sont bien conscients de cela, ainsi que de la valeur et de l'excellence intellectuelle de ce que contient la législation. Donc, nous sommes assez confiants à ce sujet et nous vous remercions de l'attention que vous portez à ce projet. Je suis tellement enthousiaste. Je ne peux tout simplement pas le cacher. Ce programme sera le 3e plan de sauvetage adopté par le Congrès américain depuis le début de la pandémie. Le premier avait été promulgué par Donald Trump en mars 2020 pour un montant de 2200 milliards de dollars. Le PIB américain s'était contracté de 3,5% l'année dernière, la pire année depuis la... Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.